Permettez-moi simplement de me présenter. Mon nom, c'est Michel Louis. Je suis responsable des softwares stratégiques dans une grande entreprise. La plupart ou l'essentiel des organisations avec lesquelles j'interagis sont des entreprises industrielles et manufacturières. Et euh, il y a dans cette entreprise un changement notable. Ce changement que je note personnellement dans les derniers mois et les dernières années, c'est cette nouvelle capacité à rêver. Et oui, on peut à nouveau rêver avec toutes ces nouvelles technologies qui nous proposent et qui nous apportent des valeurs fabuleuses, à contrario ou en comparaison aux classiques projets d'amélioration continue ou d'automatisation, voire de digitalisation. Dans toutes ces organisations, cette capacité à rêver est le changement que je note le plus significatif. On vient régulièrement vers moi en me demandant « Mais qu'est-ce que je peux faire avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que je peux demander à l'intelligence artificielle? Comment je peux faire pour rendre l'intelligence artificielle plus fun ou plus stylé, ça dépend des générations. Stylé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais pour moi, ça veut dire plus intéressant, ça veut dire plus facile, ça peut être plus cool, ça peut être effectivement moins stressant et optimiser mon temps. D'ailleurs, d'après Gartner, 75% des bonnes décisions que je prends tous les jours peuvent être automatisées par l'intelligence artificielle. Ma femme dit que c'est une super idée parce que comme ça, je pourrais me concentrer sur les 25% de bêtises que je fais tous les jours. Oui, oui, on peut rêver. Rêver, à nouveau, c'est effectivement le changement que nous apporte l'intelligence artificielle. Alors bien entendu, ceci arrive avec des contraintes et des limitations, des contraintes technologiques, des contraintes de sécurité, de cybersécurité, des contraintes éthiques. Mais ceci ne limite pas les opportunités. Ça définit simplement un cadre dans lequel cette technologie ou ces technologies peuvent être appliquées à bon escient dans le monde industriel. Et ça tombe bien parce que je représente ici une entreprise qui a une particularité, c'est qu'elle est dédiée totalement, depuis son origine, à l'automatisation du monde industriel et à cette transformation digitale. Alors il y a un petit graphe sur ce support qui est en bas à droite qui vous indique que Rockwell, notre entreprise, a délivré 400% de plus de valeur dans la dernière décennie que dans toutes les décennies précédentes. Et cette caractéristique, elle n'est pas unique. Cette caractéristique est dans toutes les entreprises qui ont pris le virage digital ou qui sont dans le monde technologique. Alors revenons un petit peu en arrière, puisqu'on est ici pour parler de retour d'expérience. On ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler de digitalisation. Et quand on parle de digitalisation, on parle de mots tels que l'industrie 4.0, que vous avez entendu depuis plus d'une décennie. C'est effectivement en 2010, à peu près à cette période-là, à quelques semaines près, que Mme Merkel annonçait l'industrie 4.0 à la foire de Hanovre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, on a fait des démonstrateurs, des prototypes, des POC, des POV, des Proof of Concept. Et c'est fabuleux, mais on est resté un petit peu dans le purgatoire de tous ces démonstrateurs, parce que ça avait des applications, des intérêts importants. Néanmoins, ça touchait à tout l'ensemble de fonctionnement et à tous les services de l'entreprise. Et rappelez-vous, à cette époque-là, nombre d'entre nous étaient encore dans des transformations de processus. On parlait de Lean Management, Six Sigma, Total Qualité, ce genre de programme, parce qu'il fallait effectivement faire du change management, adapter nos organisations, nos process et nos personnes à cette digitalisation. Alors on s'est dit, on va faire des lighthouse. Alors lighthouse, c'est quoi? C'est un phare. C'est un phare, c'est une lumière, on va y aller. On ne sait pas trop ce qu'on va découvrir, mais c'est sûr qu'on va y aller. Et donc on prenait des lignes entières ou des usines entières et on y mettait toute la créativité qu'on pouvait imaginer, toutes les technologies qu'on pouvait avoir pour arriver à digitaliser, trouver la valeur de cette digitalisation. Et après ça, on est rentré un petit peu dans une phase de stagnation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans les lighthouses que l'on effectuait, ces projets mettaient environ une vingtaine de mois pour automatiser ou digitaliser une usine. Et sur les dizaines de projets que l'on faisait dans ces usines, allez, je vais être généreux, 1 sur 10 avait une valeur d'échelle, était quelque chose que l'on pouvait dupliquer sur une autre machine, sur une autre usine, dans une autre organisation.
Et on est passé dans cette phase de stagnation. Certains d'entre vous diront, ah oui, c'était le Covid. Peut-être, peut-être pas. Je ne pense pas, parce qu'au contraire, ça a été plutôt un accélérateur. Ce qui, effectivement, a généré cette phase de stagnation et qui se débloque aujourd'hui, c'est cette notion de collaboration et cette notion d'éviter des silos. Les technologies informatiques industrielles, tout particulièrement, j'exclus tout ce qui est commercial et marketing, sont encore développées sur des applications monolithiques. Vous avez un MES, vous avez un ERP, vous avez un système de qualité, vous avez un système de maintenance, vous avez des systèmes de gestion d'inventaire. Ce sont des applications monolithiques, et vous le prenez et puis vous adaptez vos processus à cette application, qui n'a pas souffert de faire une note de frais sur SAP. Moi, en l'occurrence. Aujourd'hui, on parle plus d'architecture composable. On redéveloppe ces logiciels, on les étend sur ce que certains appellent des plateformes, mais une plateforme peut être monolithique également. Une application composable, c'est effectivement, je vais utiliser des services, des microservices, d'un service de maintenance tel qu'on a vu juste précédemment, et l'intégrer et utiliser une partie de mon système de suivi production pour gérer automatiquement une prise de commande ou une sortie de stock pour un produit de maintenance. Donc l'architecture composable et l'intégration de l'intelligence artificielle, notamment par l'apprentissage profond, nous amène aujourd'hui à cette courbe d'inflexion, et nous sommes à un point d'inflexion d'adoption d'intelligence artificielle dans le monde industriel. Nombre d'entre vous l'utilisent déjà, peut-être même sans le savoir. L'intelligence artificielle, excusez-moi, je m'enlève un petit peu d'ici, pour que vous puissiez voir quand même quelques supports, existe depuis l'âge de glace. Mais néanmoins, dans les années 70, on a arrêté d'investir un petit peu, les industriels ont arrêté d'investir un petit peu dans les modèles d'intelligence artificielle pour s'orienter vers la logique, parce que justement les capacités de calcul et de mémoire étaient un frein. Aujourd'hui, on est passé de cette intelligence artificielle à l'intelligence artificielle, je dirais, analytique, qui ne fait que faire de l'apprentissage, dirigé ou non, de ce qui se passe sur ma machine, sur mon capteur, sur mon équipement de maintenance, etc. Un apprentissage profond qui me permet de faire de la prédiction. Un apprentissage profond, c'est simplement quelque chose qui utilise des techniques neuronales, qui essaie de dupliquer le comportement de l'humain. Si je commence ma phrase par « je », vous allez tous vous attendre à ce que je continue par un verbe. Et bien non, je vais dire, si je m'appelle Hollande, moi président. Ben, l'intelligence artificielle profonde et générative va être capable d'anticiper ce genre de conversation. Et cet apprentissage profond nous permet d'être beaucoup plus efficace à tous les niveaux d'un stack, d'automatisme ou d'informatique au sein de l'usine. Alors, quelle est la pyramide technologique un peu de toutes ces transformations? Voilà une représentation fonctionnelle, ce n'est pas une architecture informatique, elle est juste fonctionnelle. C'est-à-dire qu'elle s'applique sur les données et sur l'intelligence qui est générée à chacun des niveaux. Vous avez, comme mentionné précédemment dans la conférence précédente, l'IoT, la connectivité, les réseaux, l'infrastructure, qui effectivement est clé pour récupérer des données. Alors vous allez me dire, la plupart des petites entreprises, des entreprises moyennes, leur plus gros problème, c'est qu'on n'a pas de données. Eh bien si, vous avez des données, mais elles ne sont pas forcément structurées, et on y reviendra pour comment vous pouvez l'utiliser à bon escient. Ensuite, on a mis des outils de planification, des outils de gestion, de contrôle, de l'automatisme, des outils de gestion de suivi de production, qualité ou autre. Et puis on s'est dit, on va quand même mettre un peu l'humain au centre de tout ça, et on est en train de lui rajouter des lunettes, des montres, différents équipements qui permettent d'interagir plus facilement avec tous ces systèmes. Mais plus qu'interagir, il doit pouvoir les composer. Il doit pouvoir chercher ou recevoir l'information qu'il souhaite au moment où il la souhaite, et pas au moment où le système lui demande de la regarder. Et on intègre tout ça dans l'intelligence artificielle. Et lorsque tout ceci est intégré, effectivement, on commence à avoir un impact et des valeurs exponentielles. Alors, je ne suis pas obligé de faire tout ça. Je ne suis pas obligé de faire tous ces niveaux et de commencer à mettre des réseaux et des automates et des IoT dans tous les sens. C'est bien, mais je peux intégrer l'intelligence artificielle aujourd'hui, et elle est intégrée aujourd'hui, à l'ensemble de ces niveaux, même au niveau du terrain. Vous utilisez tous des équipements qui ont un certain degré d'électronique et d'intelligence qui peuvent intégrer l'intelligence artificielle. Et qui l'ont peut-être sans que vous le sachiez. Si certains photographes sont parmi vous,
Vous achetez une caméra Sony qui a le meilleur autofocus au monde. C'est pas le meilleur objectif, mais c'est le meilleur autofocus au monde parce qu'il intègre l'intelligence artificielle pour reconnaître immédiatement l'humain, vos yeux, etc. Ça travaille un peu moins bien avec les animaux, mais ça va très bien pour les humains. Vous utilisez l'intelligence artificielle impliquée dans un équipement à outils sans forcément le savoir. Alors l'intérêt de cette intelligence artificielle ou de ces algorithmes, qu'ils soient profonds ou simplement en apprentissage, voire génératif, de les intégrer, eh bien, c'est ce qui fait rêver. C'est effectivement le rêve de chacun de pouvoir effectuer ou avoir les tâches automatisant, les tâches pénibles ou complexes, ou les décisions complexes prises automatiquement et guidées automatiquement par l'outil avec lequel on interagit. L'intelligence artificielle contribue également énormément à la sécurité des données, notamment lorsqu'on utilise des architectures composables, c'est-à-dire pas des solutions monolithiques, parce que vous pouvez craquer une solution monolithique, rentrer dans votre ERP. S'il est composable, il faudra que je rentre dans chacun de ces microservices, et forcément, ça intègre, ça génère beaucoup plus de complexité et intègre effectivement des niveaux de sécurité supplémentaires. Alors vous me direz, tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce que disent les clients? Alors, je m'excuse un petit peu pour la taille des caractères pour ceux qui sont au fond, mais voilà ce que disent les clients, qu'ils soient petits, qu'ils soient de grands groupes. Ce sont des réflexions personnelles que j'ai récupérées de conversations que j'ai eues avec certaines de ces organisations. Et qu'est-ce qu'on peut en retirer? Tous, aujourd'hui, tous utilisent déjà ou veulent ou pensent utiliser de l'intelligence artificielle. Il y a des spécificités un petit peu par industrie en fonction de leurs priorités, effectivement, d'investissement, de retour sur investissement. Vous prenez par exemple dans les semi-conducteurs, le prix des machines étant tel que si je peux l'optimiser, pour rester compétitif, il faut que j'ai toujours la dernière machine avec la dernière la dernière technologie. Ben, si je peux l'optimiser et tirer un petit peu plus de ce que j'ai de nos machines existantes, eh ben, j'économise effectivement des investissements. Ou je tire mes investissements un petit peu plus longtemps. Lorsque je descends un petit peu à l'opposé, et notamment je vous donne ici ce que Martin, qui est le créateur d'une PME qui se trouve au Québec, qui est dans l'agroalimentaire, ça s'appelle Fruidor, et ils font quoi? Ils font des fruits, ils trient des cranberries, ils trient des fraises, etc. Oui, on fait des fruits au Québec de mois entre les hivers. Et ben, il intègre l'intelligence artificielle. Il a une machine qui lui permet de trier automatiquement toutes ces myrtilles. C'est pas lui qui l'a développé. Il est incapable de le développer. Il n'a pas les ressources, il n'a pas les compétences pour le faire. Mais par contre, il a les compétences pour l'améliorer. Il a les compétences pour le configurer. Alors comment, effectivement, dans l'ensemble de ces secteurs, et à appliquer et utiliser l'intelligence artificielle dans mon usine, dans mon entreprise moyenne ou petite, sans avoir ces compétences de data scientist, d'ingénieur informaticien, de cybersécurité, etc. Mais aujourd'hui, on fait ça très simple à tous les niveaux. Ici, j'ai pris une illustration simplement autour d'un automate. Pourquoi un automate? Parce que ça commençait à sortir dans les années 80 et que toute machine, aujourd'hui, intègre au minimum cet équipement. J'aurais pu prendre un équipement comme un variateur ou un moteur ou une pompe. En illustrant ceci sur un automatisme, aujourd'hui directement dans mon automatisme, dans son châssis ou avec un équipement un petit peu plus intelligent, c'est-à-dire ce qu'on appelle un IoT Edge, qui est représenté sur le côté, j'y rajoute des capacités de calcul et de mémoire. Je peux configurer, sans être un data scientist, en étant un simple électrotechnicien ou un mécanicien, je peux configurer et essayer de chercher sur une machine comment je peux l'améliorer. Parce que l'intelligence artificielle générative me permet de générer tout ça sans code. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est d'écrire mon problème et définir effectivement quelles sont les interactions, les entrées qui vont influencer ce problème-là. Et si je ne les connais pas, toutes les entrées qui me permettent d'influencer la température ou la sortie ou la capacité d'une machine, peu importe, je peux créer où l'outil me génère automatiquement quelles sont les entrées qui influencent le paramètre du process que j'essaye d'améliorer. À partir de là, ça analyse les données, ça me propose des modèles mathématiques, ça va les tester, les entraîner ces données, et ça va effectivement me proposer un insight, c'est-à-dire une sortie,
une prédiction ou une recommandation que je peux ou non automatiser. Ceci est accessible à un automaticien. Je n'ai pas besoin d'être data scientist. C'est inclus, c'est dans l'automatisme. Vous avez ce même type de fonction dans tous les niveaux aujourd'hui d'une architecture classique d'automatisme en repartant du capteur, de l'actionneur, de l'automate, du robot et des systèmes de suivi ou de gestion de production. Et ici, quelques exemples très simples qui ont été implémentés en quelques jours. Il faut une demi-journée pour configurer ceci sur une machine de packaging, de remplissage. Après, vous allez la tester pendant quelques jours, mais en 15 jours, vous pouvez le mettre en production. Comparativement au Lighthouse, que l'on mettait 20 mois en moyenne dans les implémentations précédentes. Alors aujourd'hui, cette intelligence artificielle s'intègre, comme je viens de vous l'illustrer, à tous les niveaux du stack. Et devient tellement interactive qu'elle fait effectivement rêver. Dans le design, vous devez concevoir une application, vous devez concevoir un produit. Comment vous faites? Vous utilisez des logiciels monolithiques ou non qui vous permettent de faire du design d'un objet. Vous avez plusieurs modèles, vous partez d'une page blanche, vous avez des dizaines de possibilités d'ingénierie ce produit. Vous allez en sélectionner 3 ou 4 et vous avez émulé, simulé, testé tout ça d'une manière informatique. Puis après, vous allez retourner vers les autres modèles auxquels vous avez pensé, vous dire ah ben là, il faut plus de puissance de calcul, là je ne sais pas. Je vais me retourner vers l'ingénieur d'expérience qui va me dire ben non, sélectionne ces deux-là parce que celui-là, je sais que c'est facile et que ça va marcher. Celui-là, peut-être pas, mais ça m'intéresse parce que ça va me donner des idées. Et c'est là absolument où l'intelligence générative va vous apporter des outils. Va vous permettre de tester les 10 modèles auxquels vous avez pensé et de les simuler, etc. Et d'intégrer des données auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. Lorsque vous fabriquez quelque chose, est-ce que vous pensez immédiatement à son bilan carbone, immédiatement à ce que son environnement de consommation énergétique, etc. Pas forcément. Ça va vous permettre de découvrir plus rapidement dans le design. Et tout ça en le générant sans code. De la même manière, vous générez sans code aujourd'hui, ou le code est généré d'une manière automatique, dans toute architecture d'automatisme qui se respecte. Vous avez d'autres exemples, dans la maintenance, vous en avez eu un juste précédemment, où effectivement les prédictions de maintenance, l'intégration et la prédiction des modèles mathématiques neuronaux dans les équipements permet d'anticiper et d'être plus efficace avec des compétences moindres, accessibles à tout le monde, rendre leur job plus fun. Comment on l'intègre dans l'ensemble des architectures, pour répondre un petit peu à votre question précédente, comment tous ces systèmes s'intègrent les uns dans les autres avec des architectures modulables, en utilisant les services que vous souhaitez. Au niveau d'une supervision, d'un automatisme classique, je peux créer des fonctions de MES ou je peux créer des fonctions de maintenance d'une manière transparente en utilisant peut-être un microservice de la société logicielle qui était présente avant moi et en l'intégrant avec un outil ou un microservice d'une application de gestion d'inventaire, par exemple. En résumé, cette capacité de rêver, et avant qu'on y arrive, considérez l'intelligence artificielle pas comme un grand monstre qui fait peur, considérez-le comme une opportunité. C'est une technologie qui est incluse et qui le sera de plus en plus. C'est un moyen, c'est un effet de levier collaboratif à l'ensemble des impératifs technologiques que vous avez ou des impératifs business, des impératifs commerciaux et de gestion que vous avez pour définir, pour vous apporter de la valeur. Ça vous permet de gagner du temps pour chercher de la valeur. Avant, on faisait des tests pour essayer de trouver une valeur. Aujourd'hui, on définit la valeur que l'on veut obtenir et on demande à l'ensemble de ces outils de nous indiquer comment le faire. L'intelligence artificielle intégrée à l'ensemble des niveaux, de l'automatisme, du niveau de la machine ou des systèmes de process jusqu'au niveau de l'entreprise. Ensuite, que ce soit en edge ou en cloud. En edge, ça veut dire on-premise, sur la machine, dans l'usine, sur des équipements de calcul et de mémoire locaux ou sur le cloud. L'ensemble de ces
de ces technologies sont souvent aujourd'hui hybrides. Alors, également, vous allez me dire quel est le coût de l'ensemble de ces choses. Ce coût est diffusé dans l'ensemble de ces équipements. Et ce qui se passe effectivement aujourd'hui souvent dans l'industrie, c'est qu'on va se dire, tiens, j'ai trouvé un super logiciel de maintenance, je vais l'implémenter. Ça coûte pas très cher finalement. Mais j'externalise le coût. J'externalise le coût auprès de mon service informatique, qui lui, tout d'un coup, va se retrouver avec énormément de dépenses contraintes sur le cloud ou sur des puissances de calcul. Donc, effectivement, dans les phases d'implémentation, essayez d'éviter les applications monolithiques, utilisez des applications qui ont des fonctions modulables et qui vous permettent de chercher à bon escient les applications qui vous seront utiles. En résumé, j'espère vous faire rêver un petit peu. L'intelligence artificielle est effectivement quelque chose qui est une opportunité incontournable pour étendre vos capacités humaines. Merci beaucoup. Merci Michel. Avant de poser quelques questions, enfin j'en ai une première. Est-ce que vous avez, celle-là on a fait une présentation assez détaillée finalement de ce qu'est l'intelligence artificielle, de la nécessité des enjeux, mais est-ce que vous avez peut-être un exemple ou deux concret dans l'industrie ou la production ou la maintenance pour lesquels l'intelligence artificielle a joué vraiment un rôle et comment elle s'est mise en œuvre? Alors, c'était un petit peu illustré dans un de ces cas d'école. Si vous vous rappelez, il y avait un pneu, en l'occurrence une entreprise française, donc je ne nommerai pas, qui sait faire les meilleurs pneus au monde. Avec une expertise à tous les niveaux, même au niveau du management, sur comment on fabrique un pneu. Il y a effectivement un des processus assez complexes, et notamment la gestion des épissures que j'ai découvert, qui semblait assez spécifique sur des machines totalement dédiées à la fabrication de ces pneus. Avec toute l'expertise et tous les autres outils d'analyse, on arrive à améliorer un processus de quelques pourcents. En utilisant simplement un des outils que je viens de vous décrire, qui est d'analyser directement des données, on a réussi à augmenter le nombre de bons pneus par jour, par machine, pour 70 pneus. 70 pneus de plus pour cette société sur une machine. Ils en ont 432 à travers la planète par jour. Vous imaginez les gains de productivité. Mais en dehors de cela, ce qui est impressionnant, c'est qu'on l'a fait en 2 semaines. Voilà. Comment vous l'avez fait, voilà. Qu'est-ce que vous avez mis concrètement en œuvre justement concrètement en œuvre, ces machines étaient déjà équipées d'automatismes et donc l'ensemble des données et des paramètres étaient là. Ce que l'on ne savait pas, c'est quels étaient les paramètres qui effectivement influençaient cette détection de quand couper le splice. Et c'est par l'utilisation de capteurs virtuels, c'est-à-dire en faisant tourner les machines et en l'écoutant, qu'on a déterminé quels étaient les paramètres et les capteurs qui avaient ou non une influence. Certains en avaient, certains compensaient, n'en avaient pas. Et on a pu intégrer d'autres paramètres virtuels en intégrant dans l'environnement de ces machines-là. À partir de là, les modèles mathématiques se sont générés, ont été proposés automatiquement, et le fait d'entraîner l'ensemble de ces données, pas simplement sur une machine, mais d'une manière régulière, plusieurs heures, et sur d'autres types de machines équivalentes, nous a permis d'affiner ces modèles et d'arriver à ce résultat. 2 semaines. Et 2 semaines où, effectivement, il y avait un data scientist de notre côté parce qu'on avait effectivement l'intention d'avoir un petit peu un coaching d'experts, mais il n'était quasiment pas sur l'usine. Ça a été fait par les gens de ce client et par nos automaticiens. 2 semaines. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière? Ou une seconde? Je vous en prie. Je reprends l'exemple que vous venez de citer. Vous dites 2 semaines, donc en intégrant le système d'IA. Est-ce que c'est un système d'IA qui est global ou qui s'applique qu'à des parties du processus de fabrication d'un pneu? Non, justement, c'est un système, très bonne question, c'est un système global. Tout est open source, c'est un système global, c'est un système générique. L'intelligence artificielle qui est sur cette machine, elle ne sait pas ce que c'est qu'un pneu. C'est la même fonction, c'est les mêmes algorithmes que je vais utiliser sur une ligne de packaging ou de remplissage parfait.
Ce sont les mêmes modèles neuronaux multicouches, sans rentrer dans des détails mathématiques ou informatiques, qui sont utilisés. C'est une question de données, ce n'est pas une question d'application. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement décrit ce que l'on voulait avoir comme objectif. On voulait augmenter la qualité de découpe et éviter le moins de rejets possible. À partir de là, on a effectivement analysé les entrées qui étaient importantes et les données qui avaient une influence. Pour la partie apprentissage, parce que ça peut être long et ça nécessite des données. Tout à fait. Dans le cas de figure, vous procédez comment? Est-ce que vous utilisez une modélisation, par exemple, de la fabrication de pneus qui vous permet de se mettre à ce moment-là en place un apprentissage par renforcement, ou est-ce que c'est plutôt vraiment de l'apprentissage, je dirais, par... Vous avez l'apprentissage dirigé, vous avez l'apprentissage non dirigé. Voilà. En l'occurrence, comme là, c'est un exemple très basique sur une machine qui découpe des splices. Et le cycle est très court, donc l'apprentissage se fait sur plusieurs minutes. Si je faisais ce même approche sur un processus plus long, une chaufferie par exemple, ou un processus continu, l'apprentissage se ferait sur l'ensemble de ce cycle ou sur plusieurs de ces cycles. D'accord, alors juste pour conclure, donc en fait ici dans ce cas de figure, l'IA que vous mettez en place, elle s'applique uniquement à cette machine particulière. Pas la technologie, mais effectivement l'application que ce client a décidé, sur laquelle il a décidé d'implémenter ceci, c'est une machine particulière, c'est une machine de splice. À côté, il a une machine de mixing de ses caoutchoucs. Ce ne sera pas la même application, mais fonctionnellement, c'est exactement la même technologie. Mais par exemple, pour la machine qui sera à côté, qui est différente, vous pouvez mettre en place le même type de système à la base, je dirais. Oui. Donc et vous allez procéder à un apprentissage pour cette machine de manière à avoir les bons paramètres voilà, du si réseau ce n'est pas de la même neurones, machine, si c'est aussi une machine de splice, c'est pas un souci. Mais si c'est effectivement une machine de mixing, qui est un autre processus, un convoyeur, par exemple, oui, je vais utiliser la même technologie et je mets en place ce même schéma d'apprentissage. D'accord, merci.